Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter une communication de Arianna Boccapignoni et une communication de Jean-Mathieu Méon. Donc, nous allons commencer par Arianna, qui poursuit son doctorat à Sorbonne Université sous la direction de Jacques Dürrenmatt, et elle co-organise le séminaire Le style en iconotexte avec Clara Cini et Norbert Danise. Ses recherches se concentrent sur les liens entre la bande dessinée contemporaine et les musées. Elle s'intéresse en particulier à la relation des BDistes à l'espace muséal, à l'intégration d'une œuvre préexistante dans les albums et aux effets des changements transmédiatiques de la toile à l'album. Et aujourd'hui, elle nous parlera de tout cela dans une communication qui s'intitule Bande dessinée de musée, quelle commande pour quel musée? Arianna, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci Chiara pour cette présentation et je vais commencer avec les remerciements traditionnels. Merci pour organiser aussi le séminaire et pour l'invitation aujourd'hui. Je suis heureuse de présenter mes recherches dans ce cadre et en plus aujourd'hui de concert avec Jean-Mathieu Méon. Je tiens aussi à remercier les autres intervenantes parce que les deux séances précédentes étaient d'une grande richesse. Alors, je vais commencer à partager mon écran et à mettre... Voilà, ça devrait... Vous voyez bien mon PowerPoint? Parfait. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit bout issu de ma thèse que je suis en train de rédiger. Et initialement, quand nous avions commencé à discuter de ce projet, en tout cas de cette intervention avec Chiara en juillet dernier, il était question de présenter la collection de bandes dessinées du Louvre, coéditée avec Futuropolis. Lors de ces premiers échanges, il nous a semblé qu'il serait peut-être aussi intéressant de présenter d'autres collections en comparaison avec ce projet. J'ai donc choisi 2 autres projets éditoriaux, la collection du Prado et 3 albums publiés par le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA. D'une part, pour pouvoir faire une comparaison internationale entre 2 musées d'envergure plus ou moins semblables, et ensuite, donc le Louvre et le Museo Nacional del Prado, et ensuite, pour faire une comparaison entre un musée parisien, emblème d'une centralisation et du projet du musée universel, et un musée en région avec une collection d'art spécialisée, le FRAC donc, avec sa collection d'art contemporain, qui en plus initialement était spécialisée en photographie contemporaine. Cette communication, malheureusement, elle n'a pas vocation à être exhaustive. Donc, je vais vraiment me cantonner à ces 3 musées d'art. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, je vais laisser de côté les musées donc d'histoire, d'anthropologie, de sciences naturelles ou autres institutions patrimoniales qui auraient pu publier des bandes dessinées. C'est un choix qui a été fait simplement en fait pour la cohérence du corpus et des objets comparés. Il me semblait primordial de me concentrer sur des institutions qui présentent en grande partie des œuvres dans leur collection, pas nécessairement des savoirs comme par exemple des musées de sciences. Donc ce type de bandes dessinées ont été mises de côté, notamment les BD du musée des Confluences de Lyon, dont il a été un petit peu, dont on a parlé en fait la dernière fois avec Cédric Le Sec. Sur ce visuel, en fait, je vous ai mis 4 bandes dessinées qui sont publiées par des institutions muséales, donc le château de Versailles, un lieu patrimonial, un musée de sciences, un musée d'anthropologie, un musée d'histoire, etc. Et il me semblait nécessaire en fait de préciser que l'édition de bande dessinée, en tout cas la publication de bande dessinée aujourd'hui en France, elle est assez prolifique et beaucoup d'institutions différentes s'emparent du médium en fait pour des raisons diverses en plus. Chaque musée a sa spécificité. Un dernier point de précision, c'est que je me concentrerai sur des albums qui sont publiés pour un public adulte ou du moins grand adolescent, on va dire. Donc les bandes dessinées pour la jeunesse ont aussi été laissées de côté. Néanmoins, il est assez important, je trouve, de souligner que le Louvre, en plus d'avoir développé la collection dont je vais parler aujourd'hui avec Futuropolis, a développé aussi une collection de bandes dessinées destinées à la jeunesse avec la maison Delcourt. Donc
il n'en sera malheureusement pas question aujourd'hui. Donc, je vous ai dit tout ce dont je n'allais pas parler, mais de quoi est-ce que je vais vous parler? Mon but, ça sera de vous donner un aperçu donc, de 3 grands projets éditoriaux de bande dessinée portés par des musées d'art en me posant les questions suivantes. De quelle manière elles sont publiées, dans quel contexte et après la question la plus importante, peut-être pourquoi. Je vais procéder en 3 temps. Je vais d'abord essayer de replacer l'émergence de ces projets éditoriaux tant dans l'histoire de la bande dessinée que dans le contexte en fait des éditions muséales. Donc pour essayer de comprendre pourquoi les musées ont commencé ou ont pu commencer à publier de la bande dessinée. Ensuite, je vais présenter les 3 projets, donc le Louvre, celui du Louvre, celui du Prado et celui du FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA, en me concentrant sur l'énonciation éditoriale mise en place par l'institution, telle qu'elle a été définie donc, par Emmanuel Souchier, j'y reviendrai. Et enfin, j'essaierai avec ces éléments de faire un peu une synthèse des stratégies pour tenter de répondre donc, à la question, mais pourquoi ces bandes dessinées ont-ils publié, ces musées ont-ils publié de la bande dessinée? Alors, je vais commencer donc, comme je viens de vous l'annoncer, mon petit point par un espèce de contexte un peu historique d'émergence de projets éditoriaux pour essayer donc de comprendre comment et pourquoi les bandes dessinées ont pu s'introduire dans le catalogue éditorial des musées d'art. Il me semble donc que d'abord c'est un mouvement interne à la bande dessinée. Il y a 2 projets en France qui sont un peu les prémices ou en tout cas une petite archéologie des liens, qui permettent de faire une petite archéologie des liens entre bande dessinée et musée en dehors de l'exposition, donc dans le contexte de l'édition. Le premier dont la mémoire est un petit peu effacée, mais dont on trouve quelques petites occurrences par-ci par-là, c'est donc celui-ci, le numéro 135 de la revue À suivre, le numéro donc d'avril 1989, pardon. Ce numéro-là, il est composé d'un dossier spécial pyramide. Pour constituer ce dossier, les différents auteurs et les différents auteurs de bande dessinée ont été invités par le musée à l'inauguration, ou en tout cas aux coulisses, un petit peu au moment du contexte de l'inauguration de la pyramide du Louvre. Et ensuite, ils ont créé de courts récits originaux qui ont été publiés dans ce numéro-là, autour de ce nouveau monument parisien. Bon, j'ai pas trouvé de traces pour vraiment retracer précisément la genèse de ce projet. Donc, ça reste des hypothèses, mais je pense qu'elles sont à peu près justes. Je ne pense pas que le projet a été financé ou commandé par le Louvre. Je pense en tout cas que le soutien du musée, dans ce cas-là, se cantonne à une visite des coulisses. Et donc, la petite citation, nous avions visité les coulisses du Louvre avant sa réouverture pour un dossier de À suivre. C'est Benoît Peters qui en parle dans le catalogue d'exposition La BD au musée. La BD s'attaque au musée, publié en 2008. Donc, il y a un long entretien entre lui et Marc-Antoine Mathieu. Voilà, donc ce premier projet, il est assez novateur et en plus, il montre un nouveau monument dans le Grand Louvre de 89. Ensuite, un projet beaucoup plus connu, ou en tout cas on trouve beaucoup plus de traces, c'est celui-ci, qui date de 1990, donc un an après le numéro de À suivre. C'est donc un ouvrage collectif qui s'appelle Le violon et l'archer, 6 dessinateurs au musée Ingres de Montauban. Et c'est publié chez Casterman. Donc les 6 auteurs, Baru, Bouc, Cabane, Ferrandez, Julliard et Tripp, ont été invités à passer une nuit, ou de moins un début de nuit, une soirée, au musée Ingres de Montauban. Et à partir de cette visite nocturne, ils ont proposé un récit en quelques pages qui se passe dans le musée même. Le cahier des charges, il est assez précis. Les 6 histoires ont toutes la même introduction. Donc, il est 18h à Montauban, le musée Ingres ferme ses portes. Je vous ai mis les 6 introductions des 6 histoires sur la diapo. Avec la reprise en plus de cette entrée au musée du même point de vue en fait de la grille, donc avec ce gardien qui ferme aux visiteurs et qui ouvre aux dessinateurs les salles du musée Ingres.
en plus donc de cette contrainte de lieu du musée, il y a aussi la reprise dans les 6 histoires du motif de la nuit, donc comme temporalité qui fascine hein, au sein de ce lieu. Pour une plus ample analyse du motif de la nuit dans le musée et dans la bande dessinée, je renvoie à la thèse de Marion Lejeune qui a été soutenue en 2020, l'analyse, l'énigme des images, tableaux et dessins comme objet d'enquête en littérature et bande dessinée contemporaine, où justement elle développe une analyse des enquêtes au musée et donc où la nuit est présente, évidemment. Donc, en plus de ce cahier de charges thématique, hein, donc la nuit au musée Ingres de Montauban, les histoires livrées s'étendent toutes sur 6 planches, pas une de plus, ce qui est relativement court. Voilà. Bon, ces 2 projets ne sont pas des coéditions, mais c'est des projets qui me semblent ont pu ouvrir la voie, commencer à façonner des imaginaires, ou en tout cas ils ont montré une envie plus ou moins partagée entre les musées et les autoristes de bande dessinée, de commencer à échanger, à créer, à se confronter l'un à l'autre, mais surtout le plus important en réalité, de se confronter l'un à l'autre sur le terrain de la bande dessinée, donc dans l'édition, et non pas sur le terrain du musée, qui serait l'exposition qui commence bien avant. Heu, toujours pour comprendre pourquoi les bandes dessinées ont pu s'introduire dans les catalogues éditoriaux de musées. En plus de ce mouvement interne donc à la bande dessinée, je pense qu'on peut remarquer un mouvement interne au musée. Donc, au début, des années, 2000, naît, au Louvre, un sentiment de devoir, renouer avec une tradition initiale, celle de 1793, de soutien à la création contemporaine, où il y avait un musée ouvert, aux créateurs, de l'époque, avec David qui avait son atelier et cetera. Cette création contemporaine, depuis Les Oiseaux de Braque en 53, elle avait été un petit peu mise en suspens. En 2001, Henri Loiret, qui arrive à la tête du Louvre, décide de redonner une dynamique à ses commandes publiques, comme soutien à la création actuelle. En résultent différents projets hein, qu'on connaît, je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas le sujet. Le plus connu peut-être, c'est le plafond de Tombly, qui est d'ailleurs dans la salle qui jouxte le plafond de Braque. Donc à cette époque, au Louvre, il y a un éditeur qui s'appelle Fabrice Douard, qui est passionné de bande dessinée et qui propose à ce moment-là un nouveau projet, celui de publier des auteurs de bande dessinée en coédition avec un auteur spécialisé et d'exposer ensuite les planches pendant quelques semaines dans l'enceinte du Louvre. Donc c'est un projet éditorial avant tout, mais aussi couplé à un projet d'exposition qui, au fur et à mesure du temps, le projet d'exposition sera un petit peu mis de côté et on se concentrera surtout sur le projet éditorial. Donc c'est dans ce contexte curieux et favorable à la nouveauté que l'idée de la collection de bandes dessinées en fait peut commencer au Louvre peut commencer à éclore. En plus de cette trajectoire interne au Louvre, on peut aussi remarquer une convergence avec le renouvellement des propositions éditoriales au musée, donc à la fin des années 90, enfin dans les années 90 on va dire, où on remarque un développement donc de nouvelles formes qui font donc entrer l'album jeunesse, mais aussi des narrations destinées aux adultes et dont il a été question depuis le début de ce séminaire. Pour citer en vrac un petit peu toujours pour le Louvre, parce que ça restera le gros musée à analyser aujourd'hui, en invitation d'écrivains et d'écrivaines, on a Umberto Eco, Toni Morrison, Le Clésio ou encore beaucoup plus récemment Antoine Compagnon. Mais concernant ce sujet, je pense que, et la place des écrivains au musée, je pense que les autres intervenantes de ce séminaire sont bien plus renseignés que moi. Donc, pour le dire un petit peu simplement et pour résumer, les musées en Europe développent de nouvelles propositions éditoriales qui diffèrent des publications traditionnelles, donc du guide, du catalogue d'exposition qui lui aussi est en train de changer de forme, et des publications scientifiques. Et ces nouvelles propositions éditoriales, elles se concentrent sur une mise en récit de l'espace. Et justement, c'est super, la bande dessinée sait très bien le faire. Donc, pour reprendre un petit peu, pour citer vaguement, parce que c'est pas du tout une citation exacte, elle sait très bien stratifier l'espace et le temps, donc sur le plan de la page,
C'est une petite formule qu'on peut lire dans la leçon inaugurale au Collège de France de Benoît Peters. Donc, c'est dans cette convergence de deux préoccupations internes au musée, la volonté de réinvestir des commandes d'artistes actuels et la diversification des formes de publication dans le musée, que la bande dessinée arrive au Louvre dans son catalogue éditorial. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop assommant. Maintenant, je vais procéder dans l'ordre et commencer par vous présenter un petit peu plus en détail donc ce projet du Louvre, ensuite celui du Prado en comparaison et enfin celui du FRAC MECA à Bordeaux. Donc, comme je l'ai dit en introduction, je vais donc considérer le texte, donc cette fois ce sera la bande dessinée ou le livre, à travers sa matérialité, sa mise en page, sa typographie, son illustration, ses marques éditoriales, etc. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'est l'énonciation éditoriale, telle que l'a définie Emmanuel Souchier dans cet article de 98. Alors, la collection du Louvre, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une collection de 21 titres publiés entre 2005 et 2023. J'ai laissé de côté les rééditions, les grands formats, les éditions luxe, etc. parce que c'est pas des nouveaux titres, tout simplement. Donc, elle commence en 2005 avec Période glaciaire de Nicolas de Crécy et le dernier titre paru pour l'instant en 2023, c'est Le Grand Incident de Zelba. Donc, ils sont dans l'ordre sur la diapo. Dans cette collection, on retrouve une grande pluralité des thèmes et des approches, même si le bâtiment du Louvre et ses salles restent au centre de beaucoup d'albums. Seuls 2, en réalité, ne le représentent absolument pas. C'est Les Amants de Chamat de Charles Berberian et Attends des Cyclades de Julie Vanny Stendhal. Le premier paru en 2021 et le second en 2022. Et à noter que Judith Van Stendhal est d'ailleurs la première dessinatrice à publier dans la collection, et Zelba sera la dernière pour l'instant. Cette collection de 21 titres, elle est donc en coédition avec la maison Futuropolis. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'apporte la coédition au musée, mais pour le Louvre, c'est la possibilité évidemment de répartir les coûts, bien sûr, mais surtout d'avoir accès à un savoir-faire d'une maison spécialisée comme Futuropolis et d'avoir accès à un carnet d'adresses qui est celui de Futuropolis, qui est une maison historique. Je vais y revenir juste après. Même si la coédition, elle est explicitée et indiquée dès la couverture, entre les deux entités, on a les logos de Futuropolis et du Louvre présents sur toutes les couvertures des albums. Ça reste quand même une collection qui va brouiller les pistes. On va avoir une grande pluralité dans les formats. Par exemple, le format le plus grand, ça va être le Léonard de Vinci de Stéphane Levallois, paru en 2019, qui fait 35 cm de haut et 25 de large, donc c'est un grand livre. Et le plus petit, ça va être un format presque manga, c'est un grand format pour un manga, c'est flouté. Bon. Voilà, ça va être celui-ci, Mujiruchi, Le signe des rêves. On va ensuite avoir des formats carrés, des formats à l'italienne et aussi des formats plus traditionnels. Bref, on a un éclatement matériel de la collection. D'ailleurs, je vous ai mis une photo de c'est l'étagère à la librairie du Louvre, hein, où on voit que les titres de la collection sont bien assez disparates matériellement. Il n'y a pas de contrainte de page, il n'y a pas de contrainte de format, il n'y a pas de contrainte de couleur ou de noir et blanc. Il y a des différents types de papier pour chacun des livres. Donc, c'est vraiment un livre. Chaque livre a sa propre unité. Cet éclatement ou ce brouillage des pistes, il est complètement assumé par l'éditeur, Fabrice Douard. Pour lui, en fait, on laisse les auteurs choisir leur scénario, choisir l'idée de départ, la façon dont ils vont le traiter, donc dans la forme et dans le fond. C'est donc tant le sujet, mais aussi la technique, le nombre de pages, le format du livre. Évidemment, tous les formats peuvent changer dans la collection, etc. Et c'est justement ce qui est complètement assumé, c'est que cette collection, elle doit être un regroupement de bandes dessinées auteuristes et individuelles. Il faut vraiment que la marque de l'auteur soit présente dans tous les aspects du livre.
Et enfin, pour terminer un petit peu la présentation matérielle, en tout cas de ces ouvrages, à la fin de chaque titre, on va avoir un dossier pédagogique. Alors, bon, appeler ça dossier pédagogique, c'est un petit peu bizarre, c'est plutôt des postfaces qui prennent des formes, là aussi, complètement différentes. À la fin de chaque album, les éditeurs vont placer quelques pages qui reprennent un élément thématique développé dans l'album et où généralement la rédaction ne sera pas assumée par l'auteur ou l'autrice de bande dessinée. Ce sera un représentant ou une représentante du musée qui prendra en charge la rédaction de ces pages. Le plus souvent, c'est l'éditeur lui-même, Fabrice Douard, qui va rédiger ces quelques pages. Alors, je vous ai mis donc là, vous voyez des exemples de comment ça peut se matérialiser dans la bande dessinée. Ça, c'est le dossier pédagogique des Fantômes du Louvre de Taniguchi. Vous avez des notices bibliographiques sur Corot, Fontanesi et Van Gogh, qui sont des auteurs qui reviennent, enfin des artistes, pardon, qui reviennent dans la bande dessinée. Et ensuite, vous avez le traducteur qui a complété avec des notices biographiques de deux auteurs aussi qui ont une place assez prégnante dans le récit. Voilà. Chez Christian Durieux, un autre titre de la collection, ça peut prendre plutôt ces formes-ci. Donc là, on ne va pas avoir des notices biographiques, on va plutôt avoir un texte de Christian Durieux lui-même, de l'auteur de la bande dessinée, qui va s'essayer à un autre type d'écriture, non pas bédéique, mais cette fois-ci poétique, en partant donc de deux tableaux de Watteau. Là, dans ce cas-là, la voie du musée, elle restera cantonnée donc au référencement extrêmement précis des œuvres. Donc, dans la liste des œuvres citées, on va avoir le nom de l'artiste, le titre, la date de réalisation, la date d'entrée au musée en plus, le numéro d'inventaire et même la localisation de l'œuvre dans le musée, ce qui en réalité, pour la localisation de l'œuvre, est assez peu pratique parce que les œuvres dans un musée bougent. Mais bon, ils ont voulu être le plus précis, le plus scientifique possible. Donc la fonction de ce dossier, ça va être de réinscrire l'institution en fait dans l'espace du livre, de pas laisser simplement le livre de pas laisser dans le livre simplement la représentation imaginaire et imaginée d'un artiste extérieur au musée. Il faut aussi laisser lire au public une voix plus officielle, une voix interne qui est assumée par le musée lui-même. C'est en quelque sorte en fait une manière de justifier le projet même de la collection de bandes dessinées. Étant donné que la narration ne sera absolument pas pédagogique, il s'agit de donner une liberté totale aux BDistes, il faut quand même que le musée revienne puisse assumer sa fonction en fait de musée et donc de donner accès à un savoir le plus largement possible. Voilà, et donc le référencement des œuvres est bien évidemment une exigence documentaire qui va dans le même sens. Alors, la collection du Louvre, si elle a cette forme aussi particulière, en fait, où chaque BD est un objet à lui tout seul, c'est aussi en grande partie parce qu'elle est coéditée avec la maison d'édition Futuropolis. Et je pense qu'un point rapide sur l'histoire de la maison et sur ce qu'elle représente dans le paysage éditorial français est assez important pour comprendre la collection entre le Louvre et cette maison d'édition. Donc, Futuropolis, c'est une maison d'édition qui est spécialisée en bande dessinée et qui est née en 1972 après la transformation d'une librairie qui existait déjà par Étienne Robial et Florence Sestac, donc deux auteurices. Jusqu'en 88, elle est indépendante et détenue par ses deux fondatrices, Robial et Sestac. Après 88, et des problèmes financiers dus à différents facteurs, donc en grande partie à des problèmes de diffusion, la maison est rachetée par Gallimard, donc elle n'est plus indépendante. Florence Sestac quitte Futuro en 89 pour se consacrer à son travail d'autrice, et Étienne Robial, lui, quittera la maison en 94. Pour plus de détails sur cette partie de l'histoire de Futuropolis, je renvoie vers le chapitre 10 de la thèse de Sylvain Lesage, Futuropolis, creuser de nouveaux formats, Carrefour des indépendants, ou la bande dessinée de Florence Sestac, La véritable histoire de Futuropolis, parue chez Dargaud en 2007.
Donc, pourquoi s'intéresser à Futuropolis? Tout simplement parce que cette maison d'édition, en France, elle fait partie d'un renouveau de la bande dessinée dans les années 70-80. C'est une maison d'édition indépendante, fondée et dirigée par des auteuristes, et elle représente dans le paysage éditorial français une mise en avant auteuriste, justement, de la bande dessinée. Donc, l'auteur a certes une plus grande liberté, mais en fait, tout est mis au service de cette liberté de l'auteur. Donc, on va avoir une plus grande flexibilité dans les formats, dans les mises en page, on va avoir un recours possible au noir et blanc. Bref, tout est mis au service de l'auteur et d'un récit original et exigeant. La collection Louvre Futuropolis, elle ressemble à ça aussi parce qu'elle est éditée avec cette maison-là particulièrement. Et que on pourrait dire que pour quelques points, elle est quand même l'héritière en fait de cette nouvelle manière de faire de la bande dessinée. Voilà, donc je vais continuer la description des projets éditoriaux avant de les croiser en parlant du projet du Prado, qui, entre 2016 et 2019, publie 4 bandes dessinées, dont est traduit l'une de ces 4 bandes dessinées. En regardant ces livres, en tant qu'objet, on remarque une différence assez marquée, en fait, avec la collection du Louvre. Déjà, on a une collection qui se montre avec une unité matérielle extrêmement forte. Le Prado, lui aussi, choisit de construire une collection, il va l'indiquer comme étant une collection, et en plus, matériellement, ça va complètement s'assumer comme collection. Donc là, je vous ai fait des photos de ce que ça donne sur la tranche. Les formats sont exactement identiques. Il y a une unité matérielle, la finition sur la couverture est la même, le papier est le même pour les 4 albums, et voilà. La pagination n'est pas exactement la même, mais elle varie en réalité assez peu. Les 3 premiers albums varient entre 60 et 66 pages, et le dernier, Historietas del Museo del Prado, lui, fait 98 pages. Donc c'est le seul qui est un petit peu plus conséquent. Donc même si le nombre de pages est relativement souple, c'est pas non plus des différences aussi frappantes que pour le Louvre. Et autre différence assez marquante, c'est que ça va être des éditions internes au musée. Il n'y aura pas de coédition au Prado. Donc ça, c'est dû en partie aussi à l'organisation tout simplement interne du musée, du Prado, qui ne fait que très peu de coédition. Mais aussi, ça en résulte donc des produits qui sont complètement pensés en interne par le musée. Ils ne vont pas faire appel à un coéditeur, ils ne font pas appel donc à un éditeur spécialisé en bande dessinée. Et d'ailleurs, si le papier est le même pour ces 4 bandes dessinées, c'est aussi parce qu'ils passent toujours par le même imprimeur, qui est leur imprimeur, qui publie aussi d'autres ouvrages, leur catalogue d'exposition, etc., qui n'ont donc pas un imprimeur spécialisé en bande dessinée, mais en livre d'art. À la fin de chaque ouvrage, on retrouve un petit paragraphe de présentation en fait, du contexte d'édition, mais on ne va pas avoir de dossier pédagogique réel. En fait, il n'y a qu'un seul ouvrage où l'auteur a insisté pour mettre ses sources qui lui ont permis de construire sa narration. Bon, voilà, donc la présentation du musée Prado est nécessairement plus succincte, étant donné que c'est aussi une plus petite collection. Donc, je vais passer maintenant au FRAC MECA, qui est donc le dernier projet que je vais présenter aujourd'hui. Donc, le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA, lui, publie 3 livres qui peuvent s'apparenter à des bandes dessinées. Il y en a un des 3, on va s'arrêter un petit peu plus dessus. 2 avec les requins marteaux, donc Gang of Four et Le vol d'Hermès, et un autre avec Cairn Édition, donc Le Frac, toute une histoire, 40 ans ou presque d'art contemporain en Nouvelle-Aquitaine, raconté par Géraldine Cossiac. Donc d'abord pour cette collection Requin-Marteau-Frac, qui s'assume elle aussi comme une collection en fait. Ce sont uniquement 2 albums qui, bon là aussi au risque de se répéter, ont une unité matérielle, hein, ils sont à peu près identiques, bon ça floute mais voilà, en format, pareil, donc ils ont un format comics, agrafé, il s'agit de... la finition de la couverture est la même, le papier est le même,
La pagination varie un tout petit peu. On a un récit en 16 planches pour le vol d'Hermès contre 20 planches pour Gang of Four. Mais pareil, ça reste assez similaire. Et là, par contre, même si ce sont des petits ouvrages, le musée termine les ouvrages par une ou deux pages qui permettent de remettre en contexte l'œuvre et la publication, parce que l'œuvre qui a inspiré la bande dessinée et le contexte en fait de la publication. Donc c'est en coédition avec Les Requins Marteaux, qui est un éditeur indépendant bordelais, donc de la même ville que le FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca. Et la collection est clairement assumée, en tout cas dans l'enceinte même du livre, parce qu'on lit à la fin du second livre, donc du vol d'Hermès. Cette publication s'inscrit dans la collection initiée par le FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca et Les Requins Marteaux. En réalité, cette micro-collection, parce que est-ce qu'on peut parler d'une collection avec simplement 2 titres, elle est pensée comme un prolongement de la collection Fiction à l'œuvre, qui est lancée en 2009 par Claire Jacquet, qui est à la tête du FRAC à l'époque. Et elle reprend à peu près les mêmes modalités. C'est-à-dire qu'un auteur, une autrice va s'emparer d'une œuvre de la collection permanente et créer un livre autour de cette œuvre, avec différentes modalités d'introduction, de déformation, de citation ou de réinterprétation de l'œuvre. En regard de ces 2 publications, le FRAC publie un ouvrage avec Géraldine Cossiac, qui lui est au contraire beaucoup hors collection et beaucoup plus, un peu plus particulier. Déjà, dans sa forme interne, il n'a pas de case. La dessinatrice propose des planches en fait en pleine page qui mêlent l'histoire du FRAC, des collections, les personnes qui y travaillent, les œuvres. Et en plus de ça, il s'agit d'un ouvrage pluriel. Donc en plus du récit de Géraldine Cossiac, qui prend une grosse partie du livre, on trouve des préfaces de personnalités politiques, par exemple du préfet de l'époque, mais aussi à la fin des textes de spécialistes, donc d'une enseignante en école d'art, d'une chercheuse et un questionnaire de Proust rempli par la documentaliste du musée de l'époque. Et ce livre, ce qu'il a aussi de particulier, c'est qu'il joue un petit peu avec les frontières de la bande dessinée. On peut le rapprocher d'une autre publication qui est aussi commandée par, cette fois-ci, un lieu patrimonial, pas vraiment un musée, donc le Grand Palais. Donc par l'histoire du Grand Palais, donc on peut le comparer à l'histoire du Grand Palais de Naël Zetter, qui montre là aussi en fait des planches assez frontales, avec un foisonnement d'informations qui peuvent compliquer la lecture. Ces deux publications, elles mettent au service toute une tradition du dessin, elles mettent en jeu toute une tradition du dessin au service de la lisibilité, donc par exemple l'infographie, l'illustration pédagogique, mais qui en réalité est complexifiée par une mise en page et un texte très présent qui impose qu'on s'y arrête. D'ailleurs, chez Géraldine Cossiac, on voit sur les planches que tout est mis au même plan, qu'il y a une espèce que tout est lissé. Les vues des expositions, les œuvres, les photographies, elles sont toutes reprises au même niveau de dessin. Et donc ça lisse tout un niveau de représentation et de discours qui en fait sont tous différents et qui vont se mettre à complexifier la lecture. Les textes aussi sont tous très différents. On va avoir des textes explicatifs, on va avoir des titres, on va avoir des notices d'œuvres et tout va être mis au même plan. Tout ça pour en venir où, en fait, c'est que ces 2 publications, elles jouent un petit peu aussi avec la frontière avec le livre d'artiste. C'est que quand un musée aussi parfois s'empare de la bande dessinée, elle peut aussi un petit peu aller vers le livre d'artiste. C'est des ouvrages qui sont pensés tant pour être lus, c'est évident, mais aussi pour être admirés. D'ailleurs, l'ouvrage de Naël Zetter, initialement, c'est une installation sur une palissade tout autour du Grand Palais pendant le temps de travaux, en fait. Donc c'est une œuvre monumentale qui a ensuite été réduite
en livre. Géraldine Cossiac, en plus d'être dessinatrice, elle est aussi artiste, elle a des pratiques plurielles, et donc ça se ressent dans le livre. C'est aussi pour ça que le FRAC a voulu jouer un petit peu avec d'autres éléments. Alors, j'en ai fini donc avec cette description un petit peu linéaire des publications, et pour finir et conclure un peu la communication, j'aimerais revenir sur les cahiers des charges. Donc, j'ai fait que tourner autour des cahiers des charges, j'aimerais bien qu'on s'y intéresse un petit peu et qu'on les explicite. Volontairement, je n'y avais pas encore parlé parce que je voulais présenter les ouvrages tels qu'on pourrait les voir comme un lecteur qui les rencontre en librairie, sans connaître nécessairement le projet de l'institution. D'ailleurs, le cahier des charges, il est souvent problématique parce qu'il n'est pas toujours explicité totalement au lecteur ou à la lectrice. Il faut des petites recherches, parfois assez simples, sur le site du coéditeur ou même du musée, hein, ou parfois il faut aller faire des entretiens avec les éditeurs et les éditrices pour en avoir des idées précises, une idée précise. Mais globalement, si on prête attention en fait aux signes des collections dans leur ensemble, on arrive à les reconnaître. Donc, dans le cas du Louvre, on l'a compris, hein, c'est le principe de la carte blanche qui va être mis en avant. Les éditeurs ont construit cette collection sur cette modalité, donc de la carte blanche. Donc dans le cahier des charges de la carte blanche, la consigne est simple. L'auteur prend comme point de départ ce qu'il veut du Louvre. Ça peut être le public, une salle, un objet, une collection, tout le Louvre, une partie de l'histoire du Louvre. Chacun choisit son point de départ et à partir duquel il bâtit son scénario, son histoire. Ça, c'est donc Fabrice Douard, l'éditeur, qui l'avait confié en entretien, mais on peut le lire assez régulièrement. On peut d'ailleurs commenter un petit peu l'humour entre cahier des charges et carte blanche, bon, entre totale liberté, mais bon, en fait, quand même pas vraiment, hein. Il faut quand même un cahier des charges thématique, imposer quand même quelque chose de thématique. Et à noter surtout quelque chose de très important dans le cas du Louvre, c'est que le terme de commande, il est rejeté frontalement par les éditeurs. Il s'agit pour eux d'invitation et non de commande, comme si le fait de susciter la création serait impacté nécessairement en fait sa valeur. Probablement, ça serait quelque chose à commenter aussi dans le cadre de la bande dessinée qui, en regard du Louvre, se cherche toujours peut-être une place et une légitimité. Voilà, c'est une question un peu ouverte. Concernant le Prado, donc on a vu un cahier des charges strict au niveau matériel, mais en réalité, au niveau thématique, il est aussi très très strict. Les albums, ils sont commandés directement aux auteurs et imposés, et le thème est imposé. C'est-à-dire que le musée contacte un ou une BDiste pour faire paraître un album à l'occasion d'un événement du musée, une exposition importante ou un anniversaire. Donc les 4 albums du musée du Prado, le premier, il est publié au moment de l'exposition pour les 500 ans de la mort de Jérôme Bosch, le second pour une exposition Ribera, le troisième pour une exposition Mariano Fortuny, et le quatrième, le dernier, pour fêter le bicentenaire du musée. C'est donc des bandes dessinées qui ne peuvent pas en fait se défaire de l'agenda événementiel du musée, et qui, même si elles traitent d'œuvres qui font partie des fonds et des collections permanentes, ne sont pas en tout cas considérées comme des publications qui peuvent faire événement à elles seules. Il faut qu'elles participent en fait à l'événement de l'exposition. Enfin, pour le FRAC, il y a 2 types de cahiers des charges, il y a 2 stratégies en fait, hein, comme on l'a vu, celle avec les requins-marteaux, donc qui est dans la continuité de Fiction à l'œuvre, hein. Le but, c'est donc de valoriser le fonds du musée en proposant à un auteur de travailler sur une œuvre en particulier et de livrer une vision personnelle, subjective de cette œuvre. Et le second,
C'est donc la deuxième citation par rapport au livre de Géraldine Cossiac, qui est donc, là, le terme de commande, il est dit directement, hein, parce que la commande, donc l'idée qui a guidé ce livre, c'était de raconter l'histoire du frac, mais en faisant autant la grande histoire que toutes les petites anecdotes. Donc, là aussi, on avait une commande assez précise. En fait, l'autrice a travaillé pendant 1 an et demi avec la documentaliste du musée pour raconter cette histoire du FRAC. Et la commande est faite en fait au moment du déménagement du FRAC dans les nouveaux locaux de la Mecca, qui est sur les bords de la Garonne à Bordeaux, et qui marque donc la fin d'une période et le début d'une nouvelle période pour le musée. Alors, dans ce cahier des charges, ce qui est assez important dans ces cahiers des charges, ce qui est assez important à retenir, c'est que sans trop de surprise, en fait, ces 3 musées, ils ont choisi de valoriser leur fonds permanent avec la bande dessinée. C'est pas le cas de tous les musées qui commandent de la bande dessinée. Il y a des musées qui vont préférer travailler sur exclusivement des expositions temporaires avec des œuvres qui leur sont prêtées et commander une bande dessinée à ce moment-là. Là, dans les 3 projets que j'ai présentés, le but, c'est vraiment de valoriser le fond et de permettre de renouveler, en tout cas, une vision du musée pour les visiteurs et les visiteuses, ou de tirer les lectrices vers les salles du musée après leur achat de la bande dessinée ou leur lecture. Ensuite, on a 2 albums qui sont assez particuliers et sur lesquels je terminerai cette présentation. C'est donc les 2 commandes anniversaires, donc Historietas del Museo del Prado, donc pour les 200 ans de l'ouverture du musée, et Frac, toute une histoire. Là, c'est dans le titre, 40 ans ou presque. Je pense que c'était pour les 38 ans, j'avais calculé, mais j'ai oublié, du Frac. Et donc, ce sont des albums commandés pour fêter l'anniversaire de l'institution. On se rend compte alors que le but, c'est plus simplement uniquement de valoriser la collection, mais c'est aussi de réaffirmer, en fait, les fonctions du musée, de montrer un ancrage territorial, de montrer les liens que le musée entretient avec la société et de montrer que cette hétérotopie qu'est le musée, en fait, il peut avoir un lien fort avec les habitants de la ville. Et ces albums anniversaires, en fait, vont montrer le musée en usage, contrairement aux autres, où ça va être le musée. Bon, le Louvre montre le musée en usage, évidemment, mais d'une manière beaucoup plus subjective, en fait. Ça va être l'auteur qui va montrer son usage du musée. Alors que là, le but des publications anniversaires, ça va être de montrer comment on peut s'emparer du musée et que le musée, en fait, est toujours un lieu qui fait partie, en fait, de la vie et de la ville au quotidien. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Ariana. C'était vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses, donc merci. Je vous propose de passer à la deuxième communication qui nous sera donnée par Jean-Mathieu Méon, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Il est membre du CREM, donc du Centre de recherche sur les médiations, au sein duquel il co-dirige l'équipe Passage, dont les axes de recherche portent sur la culture, le patrimoine et la mémoire. Ses travaux portent principalement sur les pratiques et les formes culturelles, bande dessinée, pratiques musicales amateurs, pornographie. Sur la bande dessinée, il a publié articles et chapitres en France et à l'international, notamment sur les expositions, sur la circulation et l'appropriation de l'étiquette graphic novel et sur la patrimonialisation par la réédition. Je me réfère notamment à un article sur les anthologies de comic books qu'il a publié en 2022 dans Culture et Musée. Et sur Marvel, dont il nous parlera aujourd'hui, il a récemment publié une série de 5 articles dans 9e Art 2.0, la revue de musée de la bande dessinée d'Angoulême, et ça entre 2024 et 2025. Sa communication d'aujourd'hui s'intitule « La commande de fiction patrimonialisante chez Marvel, logique industrielle et tensions octoriales ».
Jean-Mathieu, je te laisse la parole. Mais avant de commencer, et d'abord, je tiens, comme l'a fait Arianna tout à l'heure, remercier Chiara et puis les animateurs du réseau Patrimonialité pour ce séminaire de cette année et des années précédentes et pour l'invitation. Et je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui, notamment de faire en compagnie d'Arianna, dont les travaux rencontrent plusieurs de mes axes de recherche, même si ça ne va pas se voir tout de suite aujourd'hui dans ce que moi je vais raconter, parce que là, je serai sur quelque chose d'assez éloigné, puisque j'ai moins parlé des musées et des expositions, et plus parlé de Marvel. Là, on n'est pas tout à fait dans le même type de bande dessinée, ni le même type de production. Mais il y a des enjeux similaires, d'où l'intérêt de la séance commune. Et donc voilà, effectivement, moi je vais aborder la question des commandes patrimoniales à partir des activités de l'éditeur américain Marvel, qui est bien connu, et de sa production régulière de ce que j'appellerais ici des fictions patrimonialisantes. Alors, avant de rentrer plus avant dans ma présentation, quelques remarques préalables en fait en guise d'introduction. Et peut-être que tout d'abord, il peut être utile de préciser ce que j'entends ici par Marvel, parce que l'entité qui est désignée par ce terme est quand même assez multiforme, puisque Marvel, c'est une compagnie multimédiatique qui est une filiale de Disney depuis son rachat au milieu des années 2000, enfin vers la fin des années 2000, et ses activités sont multiples à Marvel, à cette entité médiatique, autour de l'exploitation de ces personnages, c'est-à-dire de ses propriétés intellectuelles, sous de très nombreuses formes. Depuis le cinéma jusqu'au parc d'attractions et les produits dérivés de tout type et pour tout public. Et là, j'ai mis une BD pour enfants, des jouets du Happy Meal et une publicité pour Disneyland Paris. Tous ces personnages, ils sont très connus. Et selon le principe identifié ou défini par Henry Jenkins de l'ère de la multiplicité, ces personnages, ils existent sous des formes multiples et contradictoires, en fait, bien souvent. Ils sont exploités simultanément pour toucher différents publics ou pour toucher plusieurs fois les mêmes publics, mais de manière différente. Donc moi, précisément, je ne vais pas parler de tout ça. Je vais parler de la composante historique de cet empire médiatique. C'est l'éditeur de bande dessinée, donc moi je vais parler Marvel Comics, qui est actif en continu depuis sa création à la fin des années 30 et qui a publié depuis des dizaines de milliers de bandes dessinées depuis cette création maintenant assez ancienne. Et je précise tout de suite, parce que je n'aurai pas le temps d'y revenir après, que pour l'essentiel, ces bandes dessinées sont publiées dans des périodiques, des comic books, donc des formats souples, initialement à destination des kiosques, de nos jours dans des magasins spécialisés, mais qui pendant longtemps, ces comics étaient rarement réédités en fait, et restaient souvent disponibles peu de temps. C'était de la presse périodique. Donc ça, c'est la première remarque sur qu'est-ce que c'est que Marvel. Deuxième remarque, ce que je vais présenter aujourd'hui s'inscrit dans un chantier de recherche que je mène depuis quelques années déjà sur les formes de patrimonialisation de la bande dessinée, en utilisant de manière tout souple le modèle ou le terme proposé par Jean Davalon. Et plus spécifiquement, ce que je vais présenter aujourd'hui, ça vise à éclairer les liens entre cette patrimonialisation, ce type de processus, et la constitution d'un univers partagé ou d'un monde en régime sériel, dans le prolongement de travaux que je citerai certains, d'Anne Besson, de Mathieu Le Tourneux ou de Marie-Laure Ryan. C'est aussi une façon, ce que je vais présenter, de réfléchir à la façon dont le passé est mobilisé dans la création présente de bandes dessinées, ce qui a par exemple été étudié par Benoît Crucifix avec les archives visuelles des auteurs contemporains de romans graphiques. Mais justement, moi, je mettrai l'accent moins sur le visuel et plus sur la composante narrative de la bande dessinée, et on verra pourquoi. Donc voilà, ça c'est le cadre à partir duquel je construis ma présentation, le cadre de mes travaux en cours. Et enfin, troisième et dernière série de remarques préalables, mon propos peut sembler, ou en tout cas moi m'a semblé à un moment, en décalage avec l'essence du séminaire, pour différentes raisons. Alors d'abord parce que je vais parler de bande dessinée et non littérature textuelle. Mais aujourd'hui on est deux à le faire, et il y a déjà eu des séances du séminaire sur la bande dessinée, donc là le décalage il est tout relatif. Et d'où l'intérêt d'une séance comme celle-là. Mais deuxièmement, je vais parler de bandes dessinées qui sont produites dans un contexte industriel, dans lequel l'univers dans lequel la commande est vraiment la norme, la règle. Les créateurs fonctionnent le plus souvent sur le mode de la prestation, sous différentes formes contractuelles, notamment le work for hire. Et ils travaillent en gros sur des personnages qui ne leur appartiennent pas, pour des récits qui ne leur appartiendront pas. Toutes les œuvres que j'évoque là donc sont des commandes de la part de l'éditeur. Alors, je vais m'attarder sur un certain type de commande, mais là, on est quand même dans un univers où c'est la commande qui prime très, très largement.
Et enfin, la production dont je parle ne repose pas sur un dialogue entre formes différentes, par exemple un texte à propos d'une peinture, à propos d'un objet, d'un lieu, d'un musée, mais sur des dialogues entre des formes identiques, puisque je vais parler de bandes dessinées qui racontent d'autres bandes dessinées. Donc il n'y a pas forcément ce décalage qu'il peut y avoir entre littérature et patrimoine, ou même bande dessinée et musée, comme ça a été dit juste avant par Ariana. Mais malgré ces éventuels décalages, les productions dont je vais parler, elles relèvent à mon avis des mêmes enjeux que les autres commandes littéraires patrimoniales. Et là, je vais reprendre des termes du texte de présentation du séminaire, par exemple. On est bien au croisement entre patrimonialisation, médiation et création dans ce que je vais présenter. Parce que je vais présenter des œuvres qui visent à dire ce qui compte du passé, donc on est bien dans la patrimonialisation. Il y a de la médiation parce que c'est des œuvres qui visent à guider le lecteur, à lui rappeler des éléments à connaître sur les récits, sur les œuvres qu'il peut lire. Et il y a une dimension de création parce qu'on va parler de production d'œuvres qui disposent d'une certaine autonomie, qui ne fonctionnent pas que comme des commentaires d'autres objets. Et on verra comment le fait d'être à ce croisement entre patrimonialisation, médiation et création, ça ne va pas sans tension, notamment pour les auteurs et pour leur reconnaissance. Et donc, mon propos sera organisé en 2 temps. Dans une première partie, je vais présenter l'importance du passé pour un éditeur comme Marvel et de sa médiation par la fiction. Pour après, dans un second temps, dans une seconde partie, présenter les formes de ces œuvres de commande, de ces fictions de commande dont je parlais tout à l'heure, et notamment au regard de la place qu'elles accordent aux auteurs dans ce contexte industriel et sériel. Mais j'en viens d'abord à cette question du passé pour Marvel et de la façon dont Marvel est amené à s'en préoccuper. Parce qu'une des caractéristiques principales, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est familier pour tous et toutes ici, là, une des caractéristiques principales de la production de Marvel, ce qui est partagé avec son principal concurrent, DC Comics. DC, c'est ceux qui font Batman, Superman, etc. Une des caractéristiques principales, c'est l'inscription de la majeure partie de ces récits dans un même univers fictionnel et sériel. C'est vraiment une des caractéristiques centrales des récits de super-héros qui se sont développés depuis les années 60 aux États-Unis. Ça avait déjà commencé dans les années 40. Cette caractéristique, c'est vraiment l'intertextualité constante. Il y a une imbrication continue des aventures des personnages qui sont développées au sein de plusieurs dizaines de publications parallèles qui sont publiées comme ça par ces grands éditeurs. Et à partir de la pluralité des récits qui sont proposés par les différentes séries, un seul méta-récit, un seul grand récit est censé se déployer à travers toutes ces incarnations-là. Pour Marvel, par exemple, on est censé être encore de nos jours, en 2026, suivre une longue histoire, un long récit qui aurait commencé avec le premier épisode des 4 Fantastiques, Fantastic Four, publié en 1961. Et dans le langage indigène des comics, la cohérence de ce grand récit là, qui est sans fin là, depuis les années 60, c'est ce qu'on appelle la continuité. Et des auteurs comme Richard Reynolds ou André Friedenthal, ils ont vraiment montré que c'était une des dimensions centrales du genre super-héroïque tel qu'il s'est constitué aux États-Unis. Et la continuité, là, c'est la cohérence intertextuelle d'une série à une autre, synchronique et diachronique de tous les récits de super-héros d'un même éditeur. Par exemple, tous les récits de super-héros chez Marvel. C'est-à-dire que là, ce dont je parle, c'est l'inverse de ce que j'ai illustré tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, avec le Happy Meal et la série pour enfants, où on est dans la multiplicité, ça part dans tous les sens, sans cohérence recherchée. Là, au contraire, dans les bandes dessinées publiées par Marvel, dans l'essentiel de sa production, on est dans cette logique de continuité, d'inscription dans un même ensemble. Et cette continuité, c'est une ressource créative pour les auteurs, c'est une source de nouvelles histoires, je vais le redire, mais c'est aussi évidemment un moyen pour Marvel d'unifier sa ligne éditoriale et de susciter l'attachement et la fidélité des lecteurs, parce qu'on est toujours dans le même feuilleton, on est toujours dans la même histoire à suivre, et on est censé avoir envie de revenir pour voir comment les choses évoluent. Or, cette continuité, elle est confrontée à une situation, c'est que l'univers qui est censé comme ça être aussi cohérent, il n'est pas né, il n'a pas connu de Big Bang, il n'est pas né d'un coup, mais cet univers, c'est le résultat d'une construction progressive, éclatée et en fait largement improvisée. Et dans ce cadre-là, la construction, je reprends ma phrase, donc construction progressive, éclatée et improvisée, et ça je peux l'illustrer à partir, ou le préciser à partir de termes, de catégories proposées par Anne Besson
dans son livre Constellation sur les mondes fictionnels. Et après, on verra ce que ça implique pour Marvel. Donc, l'univers Marvel, c'est, selon les termes de Dan Besson, un univers d'abord, un univers étendu. C'est-à-dire que son cadre diégétique, cet ensemble diégétique, là, c'est développé progressivement à partir des premiers succès de l'éditeur. Il y a le succès des Fantastic Four en 1961, qui est suivi du succès de Spider-Man en 62, et très vite, du coup, l'éditeur va les faire se rencontrer dans un même numéro l'année d'après, et un univers secret, puisque on comprend que les uns et les autres habitent et se croisent, habitent dans le même monde et se croisent. C'est la même chose avec les Avengers, qui sont très connus au cinéma de nos jours. C'est une vieille recette qui date des années 40. On prend des personnages à succès de revues différentes et on les rassemble dans une même équipe. Ils vont vivre des aventures ensemble. C'est des personnages qui vivent dans le même monde. Donc, c'est à partir de ces succès que l'univers s'est progressivement étendu. Ensuite, cet univers, il est aussi partagé. C'est-à-dire qu'en fait, il est construit et alimenté par un collectif ouvert et changeant de créateurs sous contrôle éditorial. Il y a tout un staff, tout un personnel éditorial qui est en charge de la supervision. Et en fait, chaque numéro d'une même série est produit par plusieurs collaborateurs selon une division industrielle du travail créatif. Il y a un scénariste, un dessinateur, un encreur, un lettriste, un coloriste, etc. Mais plus encore, une même série va connaître une rotation régulière de ses créateurs au fil du temps et peut rassembler des dizaines de contributeurs, ou plus, même au fil des années et des décennies. Là, je vous montre une liste qui est peu lisible, j'y reviendrai tout à l'heure, qui liste comme ça tous les créateurs principaux impliqués, scénaristes et dessinateurs, pendant 30 ans sur la série des X-Men, par exemple. Donc, c'est un univers partagé par tout un ensemble de créateurs. Et enfin, et c'est particulièrement important pour mon propos, cet univers étendu et partagé, c'est aussi une forme de trou noir, pour reprendre l'expression d'Anne Besson, c'est-à-dire qu'il s'est constitué en absorbant et en agrégeant des œuvres qui étaient initialement autonomes, ou en tout cas détachées de la diégèse de cet univers. Les séries de super-héros Marvel ont ainsi progressivement intégré des séries passées qui étaient très éloignées de leur cadre générique et diégétique, des histoires de chevaliers, de westerns, de guerre, qui vont tous peu à peu trouver une place dans l'univers super-héroïque, parce qu'on va intégrer les personnages, on va inventer des filiations entre les personnages, des voyages dans le temps, etc. Il y a tout un tas de recettes pour le faire, mais c'est le trou noir qui englobe tout dans le même univers, finalement, même quand ce n'était pas prévu pour. Et donc, la production Marvel, cet univers-là, il est marqué par la diversité et la dispersion. C'est le produit de plein de créateurs sur un temps long, à partir de matériaux très divers. Et dans ce cadre-là, le rapport de la maison d'édition à son passé est nécessairement instrumental. Elle va devoir gérer cette question du passé. Et le rapport que Marvel entretient à son passé, c'est-à-dire aux œuvres que l'éditeur a déjà publiées, que la maison d'édition a publiées au fil des décennies, renvoie à plusieurs finalités. La première, c'est celle que j'évoquais, c'est la construction même de l'univers fictionnel. L'intertextualité que j'évoque là, elle est sérielle, c'est-à-dire que les personnages ils vont se croiser à un moment donné, Spider-Man et les Fantastic Four, d'une série à une autre, mais l'intertextualité, elle va se prolonger après. Les conséquences d'un récit se font sentir dans d'autres récits, dans les récits qui suivent, éventuellement dans d'autres revues, mais toujours du même éditeur. Et dans ce cadre, la référence au passé permet de poser des bases communes à différentes séries. Finalement, ce qui fonde l'univers, c'est les interactions passées, qui connaît qui est ami avec qui, etc. Des événements partagés, une invasion par des êtres sous-marins, une ville déplacée sur la Lune. Ça, c'est des moments clés dans l'univers Marvel. C'est ça qui va fonder l'univers. Au-delà des principes qui prédominent à un moment donné, au présent, l'existence des super-pouvoirs, la place des super-héros, ce qui va être l'univers, c'est le passé commun, avec quelques points cardinaux comme ça, qui sont partagés par toutes les séries, qui peuvent être mentionnés et mobilisés dans toutes les séries de l'éditeur. Donc c'est là un des enjeux du rapport au passé. Du coup, de cette première remarque, une autre finalité du rapport de Marvel à son passé, c'est que pour Marvel, gérer son passé, le réactiver dans sa production présente, c'est aussi se débrouiller pour maintenir l'accessibilité de l'univers, l'accessibilité de l'univers, des récits présents, des nouveaux récits qui sont publiés pour le lecteur. Il faut aider le lecteur à naviguer dans l'univers et donc il faut expliquer les traces structurantes du passé. Il
faut les rappeler au lecteur, les résumer, les faire comprendre, toutes ces bornes-là qui se sont empilées au fil du temps. Troisièmement, la référence au passé, c'est aussi une façon pour Marvel de légitimer sa production présente, au moins aux yeux d'une partie du lectorat, en établissant un lien narratif entre les récits d'aujourd'hui et les récits d'hier. L'idée, c'est de présenter les comics d'aujourd'hui comme la continuation directe des comics d'hier, des comics fondateurs et prestigieux d'hier. Donc ça va lester la production contemporaine comme étant les descendants directs de ces grands récits anciens. Enfin, la mobilisation narrative du passé, c'est aussi une façon pour Marvel de conserver leur actualité aux récits déjà publiés. Si leur lecture est présentée comme nécessaire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les séries des uns et des autres, ça va justifier la réédition de ces récits précédents. Et là, c'est vraiment un des points clés de l'activité narrative éditoriale de Marvel, une espèce de logique circulaire de la remise en circulation. Les épisodes passés sont des bases pour les récits présents, qui découlent du passé, et le récit présent, c'est une façon de remettre en circulation les épisodes passés, éventuellement en les rééditant. Donc ici, quand je parle de patrimonialisation, au sens de Davallon, un regard rétrospectif et sélectif du présent sur le passé, on voit que c'est un processus qui vise à produire un patrimoine narratif. Le processus de patrimonialisation, là, il sert à définir et à valoriser des points cardinaux du monde, du story world, pour utiliser le terme de Marie Lauriane, et à ajuster la définition du passé aux besoins du présent. Donc là, on est dans un enjeu qui est autant narratif qu'éditorial. Il faut, pour Marvel, définir ce qui compte, ce qui doit être évoqué, et éventuellement ce qui doit être réédité, remis en circulation marchande. Et pour faire ça, pour gérer comme ça, pour gérer ce passé, Marvel a plusieurs opérateurs pratiques que je vais présenter pour finir cette première partie. Alors, il y a deux grands ensembles d'opérateurs pratiques dans cette instrumentalisation du passé. Premier ensemble, c'est les rééditions stratégiques. Il va falloir rééditer ce qui compte pour le récit, pour que les lecteurs puissent bien comprendre. Et par exemple, Marvel a commencé à faire ça dès les années 70 avec des anthologies sous forme d'ouvrages, de bande dessinée, mais ce qui est rare dans le marché américain, pour guider les lecteurs comme ça, pour donner ces grands points de repère. Mais ça, je ne développe pas parce que je l'avais en partie déjà présenté au séminaire patrimonialité en 2022. Donc, des rééditions, on pourrait y revenir, mais c'est pas ça que je vais développer là. À côté de ça, et c'est ça le cœur de mon propos aujourd'hui, c'est la production de fiction patrimonialisante, c'est-à-dire une patrimonialisation par le récit. C'est le récit, ou les récits là que je vais présenter, qui vont définir le passé à retenir, qui vont le rendre présent, qui vont le rendre mobilisable par les créateurs dans leurs nouvelles inventions, comme par les lecteurs dans leur compréhension. Alors ma réflexion là sur ce point, sur les fictions patrimonialisantes, elle a été alimentée par le séminaire, par patrimonialité, et aussi par les publications qui en sont sorties, et notamment le numéro de relief dirigé en 2024 par Mathilde Abbé et Marcela Sidorska sur la patrimonialisation par la littérature. C'est pas exactement la même chose, mais c'est ce qui m'a donné une série de pistes, en tout cas pour présenter ce que je vais présenter là. Alors, si je développe un peu ces fictions patrimonialisantes, je vais en présenter là 4 modèles et après je m'attarderai sur un type particulier. Première modalité de ces fictions-là, c'est l'actualisation intertextuelle comme ça d'une série à une autre dans un contexte sériel. Alors quand je dis ça, ça veut dire quelque chose d'assez simple. Le passé est activé et patrimonialisé par son intégration dans de nouveaux récits. Donc ça renvoie à quelque chose de très, très simple, très classique. C'est la continuation d'un récit déjà connu. On va proposer une nouvelle histoire à partir d'une histoire déjà racontée, éventuellement en y ajoutant des révélations nouvelles sur le mode de ce qu'on appelle dans les comics le retcon, c'est-à-dire la modification rétroactive de la continuité. On révèle un secret passé qui était jusqu'alors ignoré. Et c'est presque la base pour des récits sériels comme ceux de Marvel, comme ceux des super-héros Marvel. Comme dans tout feuilleton, on est toujours dans la continuation de quelque chose. Mais ça implique, dans les récits, dans les bandes dessinées elles-mêmes, d'avoir des pages de récap, de résumé, où les personnages se rappellent. On a Spider-Man entre deux buildings qui se rappelle comment il a rencontré tel personnage, tel ennemi ou tel ami dans le passé. Donc le passé va être intégré et raconté par la bande dessinée elle-même.
et va acquérir du coup une importance, un poids nouveau. Une autre modalité classique de ces fictions patrimonialisantes, c'est, pardon, je zappe là le truc, c'est l'illustration, je pourrais revenir, c'est les remakes. Le fait de re-raconter un récit déjà publié. Et re-raconter, en fait, c'est revisiter un récit, c'est en affirmer l'importance. Dire, voilà quelque chose qui mérite d'être de nouveau raconté. C'est fixer des bornes importantes dans la production passée et dans l'univers en question. C'est donner un statut patrimonial à tel ou tel récit, le constituer comme borne incontournable. Alors, dans ce contexte-là, ce qui est le plus souvent mis en avant, c'est les histoires qui sont importantes pour l'univers, et notamment comment les personnages ont acquis leur super pouvoir, hein, là, comment Bruce Banner, le scientifique à lunettes, devient le monstre très, très puissant et très énervé qui est Hulk. Troisième modalité, c'est la production de méta-récits unifiés de la diégèse. J'en donne deux exemples, et c'est ce que je vais développer en fait dans toute ma seconde partie. L'idée là, c'est comment Marvel, comme son principal concurrent, hein, propose depuis les années 80 des comics qui racontent un méta-récit, un récit unique, racontant l'histoire de son univers, depuis la création du monde jusqu'à ses péripéties les plus récentes. Alors attention, c'est pas un récit qui fait l'histoire de l'éditeur, hein, de la maison d'édition, mais c'est un récit qui raconte de manière unifiée, unique, tout ce qui s'est passé dans la diégèse, dans les différents épisodes des différentes séries. Ce que je développerai donc dans un instant. Et avant, je veux juste mentionner une dernière modalité de fiction patrimonialisante qui est un peu d'un ordre un peu différent. C'est les compléments paratextuels, mais qui ont cette part de fiction et de narration, sous forme notamment d'encyclopédies, ce que Marvel publie depuis à peu près la même époque, comme son concurrent. Mais là, ça opère de manière transversale, selon une logique d'index. On prend un personnage, une équipe, un lieu, et on raconte précisément son récit. Là, j'en ai pris un parmi des milliers d'autres, Tiger Shark. Voilà, quelle est la vie et l'œuvre de ce méchant aquatique. Et donc maintenant, j'en viens à ma deuxième partie sur ces méta-récits-là, qui est une modalité de ces fictions patrimonialisantes. Et je vais montrer qu'ils ont un rôle particulier, ces méta-récits, parce qu'ils visent à ordonner, mais aussi à lisser les choses, à lisser tous ces éléments, et peut-être aussi à effacer un certain nombre d'aspects. Et donc là, je vais parler de cette commande qui est régulièrement faite par Marvel auprès de certains auteurs de produire des méta-récits. Et c'est des commandes particulières dans cet univers de commandes, parce que là, il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles histoires avec les personnages, mais de rendre visible et lisible le récit partagé par les séries passées, de manière condensée, mais le rendre visible et lisible. C'est-à-dire, en fait, reprendre et réorganiser le stock des récits existants pour définir un récit unique et cohérent, dit officiel ou de référence, donc considéré comme le récit de l'univers Marvel. Et là, c'est un travail de rationalisation a posteriori de la diégèse. Parce que justement, ça va rassembler ce qui était dispersé à travers toutes des centaines d'épisodes, unifier ce qui est fragmenté. Ça va consister à trier ce qui mérite ou nécessite d'être retenu. Donc ça suppose aussi, tout autant en tout cas, de définir ce qui peut être passé sous silence, oublié ou même contredit dans de nouveaux récits. Donc comme toute synthèse là, on est bien dans une opération à la fois de récapitulation de l'existant et une sélection des éléments pertinents. Donc c'est cette invention comme ça, ou précision, définition du passé à travers les méta-récits. Et là, à mon sens, on est bien dans ce qu'évoque le texte de présentation du séminaire sur les commandes patrimoniales, même si ça peut sembler assez éloigné de tout ce que je raconte, parce que ces récits de commandes, ils ont, et je cite les termes du texte de présentation du séminaire, un rôle d'activation patrimoniale. En inscrivant des récits du passé dans le méta-récit qui est publié au présent, ils affirment l'importance de ces histoires pour le présent. Ils affirment la valeur patrimoniale, au sens de patrimoine narratif, de ces histoires passées. Donc si l'histoire va acquérir une valeur patrimoniale, c'est parce qu'elle est inscrite dans ces méta-récits. Mais ces récits ne sont pas des opérations neutres, en fait, ils opèrent une relecture des récits du passé, et ils vont en fait en proposer, à nouveau je cite, une reconfiguration symbolique, parce que les éléments du passé vont prendre un sens nouveau, ou en partie nouveau, parce qu'ils vont s'inscrire désormais dans un ensemble qui n'existait pas forcément au moment de leur création. Je vais illustrer ça dans un instant, mais on a
une histoire qui va être attachée à des histoires qui l'ont suivi, mais aussi éventuellement à des flashbacks qui sont censés se passer avant, et du coup qui l'éclairent différemment. Donc la même histoire change de sens une fois qu'elle est réintégrée dans ces méta-récits. Et enfin, on est bien, comme je le disais tout à l'heure, à la frontière entre patrimonialisation, médiation, création, et j'ajouterai aussi promotion, parce que ces méta-récits sont autant de publicité pour la production de l'éditeur, et pour la promotion de publicité pour le fonds de l'éditeur, qu'il propose par ailleurs sous forme de réédition ponctuelle ou régulière. Donc on est bien dans ce mélange des genres et des situations. Alors depuis les années 80, Marvel a produit plusieurs de ces grands récits, de ces méta-récits, certains très prestigieux, qui étaient des grosses opérations éditoriales, d'autres plus anecdotiques ou qui ont moins bien marché, ou d'autres plus explicitement publicitaires, par exemple sous forme de comic book gratuits. Alors je vais présenter 3 modèles, ce qui sera peut-être moins abstrait que ce que j'ai dit là, qui correspondent à des périodes différentes, mais aussi à des choix formels différents. Et ces choix, ils ont des implications différentes pour les créateurs. Donc le premier modèle que je vais présenter, c'est autour d'une publication qui s'appelait Marvel Saga, publiée au milieu des années 80, que Marvel a lancée pour commémorer son 25e anniversaire. Commencer les commémorations du 25e anniversaire de ses succès des années 60. Et il avait lancé cette série intitulée Marvel Saga, qui visait à raconter l'histoire officielle de l'univers Marvel. C'est le sous-titre du périodique. Il y a 25 numéros qui sont parus entre 85 et 87, avec à chaque fois une trentaine de pages de bande dessinée. Et le succès de la série n'a pas été tout à fait au rendez-vous. Au bout de 2 ans, ça s'est arrêté. Mais le concept, lui, a été repris pour d'autres titres, autour de personnages à succès. Là, par exemple, je vais montrer Wolverine à la fin des années 80, qui est une des grandes vedettes de l'éditeur, comme personnage. Et surtout, comme je disais, sous format promotionnel, à la fin des années 2000, tournant à la fin 2000-2010, il y a eu plusieurs dizaines de numéros one-shot, de numéros uniques et gratuits, qui ont fonctionné sur ce principe-là, inspiré de Marvel Saga que je vais présenter maintenant, et de sa pratique du collage. Alors, le principe de tous ces dizaines de numéros là, qui portent à un moment ou à un autre le titre de saga ou Marvel Saga, c'est la mise en ordre chronologique de tous les éléments factuels disséminés au fil des différentes publications de l'éditeur. Parfois, donc, c'est faire des espèces de résumés sous forme de bande dessinée de plusieurs centaines de séries, donc plusieurs milliers de numéros publiés au fil des décennies, afin de constituer une histoire totale de cet ensemble diégétique. Ça veut dire que là, le récit qui est proposé dans les séries que vous avez sous les yeux, ça ne reflète pas la chronologie des parutions, mais la chronologie diégétique, telle qu'elle peut être reconstituée, par exemple, en 85 ou en 89 ou en 2008. Alors, pour illustrer ça, je montre juste la couverture du premier numéro de 85 de Marvel Saga, qui nous présente, là, je ne sais pas si c'est très visible ou interprétable quand on est plus ou moins familier, mais les premières manifestations des pouvoirs de différents personnages qui sont censés se dérouler simultanément, au même moment dans cet univers. Mais en réalité, qui ont été publiés à des moments très différents. Cette couverture de 1985, elle évoque ou elle condense les événements qui ont été racontés et publiés en 1961, en 1963, en 1983. Mais tout ça, ça nous est présenté comme un seul instant ou une seule période donnée de l'univers. C'est-à-dire que là, les flashbacks, les révélations a posteriori ont été intégrés dans le méta-récit et changent la donne. Finalement, en 61, on ne pensait pas qu'éventuellement, lorsque les Fantastic Four ont eu leur pouvoir, il y avait déjà les X-Men ou tel super-héros canadien qui était en train d'émerger. Parce que là, on nous dit, si, ça se passait à ce moment-là. Le fait d'intégrer les flashbacks comme ça change quand même pas mal la donne, parce que dans ce numéro de 1985, l'événement fondateur de l'univers, là, l'épisode de 1961, il n'intervient qu'à la 9e page du récit. Ça veut dire qu'avant, il y a 8 pages de récit, d'histoires inventées après coup, qui sont placées avant, dans cet ordre chronologique diégétique. Et ce qui accompagne cette mise en ordre narrative, c'est une mise à plat esthétique et stylistique. Les récits qui ont été publiés à plusieurs années d'intervalle, n'ont pas été scénarisés et dessinés par les mêmes auteurs, pas de la même manière, c'est pas les mêmes styles, c'est pas les mêmes registres, des fois c'est plus ou moins léger, plus ou moins sérieux, plus ou moins humoristique,
Ça dépend des époques, des modes, des publics visés par l'éditeur aussi. Donc en fait, c'est très hétéroclite. Mais la solution qui est retenue par Marvel, là, dans ses publications dites saga, ne cache pas cette mise à plat. Parce que saga, les titres saga reposent sur un collage, en fait, un collage d'extraits qui sont tirés des différentes histoires mobilisées. Et les pages d'un même numéro peuvent ainsi mêler les styles d'époques très différentes avec des écarts assez prononcés. Là, je vous ai mis un exemple de 2011. Alors, je ne sais pas si ça saute plus ou moins aux yeux, mais ne serait-ce que dans la couleur, on voit comment là, on a des épisodes des années 60, 70 et 2000. On passe de couleurs en aplat des années 60 à des couleurs numériques des années 2000 et des styles de dessin qui sont pas du tout du même ordre, hein, une forme de réalisme très, très, très différent. Donc là, on a comme un tout des choses dont on voit l'hétérogénéité. Donc là, le collage, il rend visible ce que l'opération de mise en ordre chronologique nécessite. Si on veut pouvoir concevoir ce récit unique, il faut oublier la diversité stylistique. Il faut effacer la chronologie de création au profit du récit collectif mis en avant par l'éditeur. Mais en même temps, le collage garde les traces de cette opération, continue à les rendre visibles. Donc il y a une mise à plat, mais pas un effacement. Ce qu'on va voir peut-être dans l'étape suivante. Et là, la dimension créative principale, c'est finalement le travail de recherche et de synthèse. C'est ce qui nécessite la mise en ordre. Et c'est assuré par un scénariste en fait relativement anonyme. Parce que celui qui s'occupait de ces scénarios et de cette remise en œuvre, c'est l'archiviste et historien de l'éditeur, Peter Sanderson, qui n'est pas connu en dehors de ça, en fait. Hein. Il a aussi fait quelques encyclopédies pour Marvel. Ça veut dire que les comics saga, ils ne sont pas présentés comme une œuvre personnelle de tel ou tel créateur, mais bien comme une œuvre Marvel. Alors, dans les sagas, ils précisent quand même les noms des auteurs dont les extraits sont repris. Mais au-delà de ce renvoi comme ça de nom qui apparaît dans les pages de sommaire, après le reste disparaît derrière un nom qui est celui en couverture, évidemment, c'est Marvel Saga. Alors maintenant, je vais montrer deuxième modèle de grand méta-récit, avec cette fois-ci non plus du collage, mais du lissage, justement. Alors là, je montre un exemple beaucoup plus récent. C'est la dernière grande version comme ça, totalisante de l'histoire de l'univers Marvel qui a été publiée par l'éditeur en 2019-2020. Il y a eu 6 numéros d'une quarantaine de pages. Alors 40 pages, à chaque fois, il y a une vingtaine de pages de bande dessinée et une douzaine de pages de références et de commentaires pour dire quels sont les épisodes cités. Alors, dans cette série, History of the Marvel Universe, toutes les remarques que j'ai faites avant sont valables à propos de la mise en récit. Hein. Les numéros proposent une mise en ordre chronologique des événements clés du récit de l'univers Marvel. Sauf que 40 ans ou presque se sont écoulés depuis Marvel Saga, donc la synthèse à réaliser elle est un peu plus conséquente et le nombre de flashbacks à intégrer est plus élevé. Et ça veut dire que l'événement fondateur des Fantastic Four, en 1985, il apparaissait à la page 9, là il apparaît à la page 40 et quelques, parce qu'il y a tout un empilement de flashbacks qui est venu s'intégrer dans ce récit général. Alors, les différences principales entre ce que vous avez sous les yeux et l'exemple d'avant avec Marvel Saga, c'est sur le plan narratif et esthétique. Le récit, là, il est présenté comme un dialogue entre deux personnages qui sont personnages importants de chez Marvel, peu importe, qui discutent à la fin des temps et qui se rappellent ce qui s'est passé dans leur univers. Dans Marvel Saga, c'était un narrateur omniscient, déterminé, qui nous disait voilà comment les choses se sont déroulées. Mais surtout, et c'est ça que je veux pointer là, c'est une seule équipe créative qui assure l'ensemble du récit, sans recourir du tout au collage d'extraits anciens. On a un scénariste et un dessinateur qui font l'ensemble des 6 numéros et des centaines de pages. Donc le scénariste, c'est un vétéran très connu des comics de super-héros, Mark Waid, qui est actif depuis plusieurs décennies, avec un statut d'auteur très spécialisé, hein, c'est vraiment un auteur, mais de super-héros, qui a fait sa carrière essentiellement dans le mainstream, chez Marvel, chez DC et autres. C'est aussi quelqu'un qui a une forme de spécialisation dans ces questions de continuité, c'est toujours présent dans ses histoires, et depuis en 2025, il a fait à peu près la même chose chez le concurrent. À côté de Mark Waid, il y a un dessinateur que là je qualifie là de prestataire de qualité. C'est Javier Rodriguez, qui est un dessinateur espagnol, qui est actif en Espagne dans un registre assez différent, mais aux États-Unis dans les comics de super-héros, qui est moins connu, même s'il a eu un gros succès
cette année sur autre chose, et qui correspond, comme je disais, à un prestataire de qualité, c'est-à-dire quelqu'un qui est recherché parce qu'il maîtrise bien le style classique ou dominant des super-héros de 2019-2020. En tout cas, le style classique de super-héros contemporains. C'est un style qui se veut un peu intemporel. Donc, c'est pas du tout un tâcheron, hein. C'est quelqu'un qui est reconnu, qui a un vrai savoir-faire artistique, mais qui est pas non plus, n'a pas une forte originalité dans son style. C'est justement fait pour être le style un peu standard de chez Marvel. Néanmoins, vu qu'on a les deux mêmes personnes qui font l'ensemble du récit, là, il y a une vraie autonomie esthétique de l'œuvre, une réelle homogénéité. Et paradoxalement, c'est cette unité octoriale qui pousse à son terme la logique entamée avec Marvel Saga. La diversité créative et stylistique des récits d'origine a entièrement été effacée par le lissage réalisé par l'équipe créative unique, là par Wade et Rodriguez. Et les auteurs d'origine, différents récits, ne sont plus du tout mentionnés dans les publications. Donc là, le récit qui a été commandé permet de définir l'univers par lui-même, indépendamment de ses créateurs d'origine, de ses singularités créatives. Il ne reste plus que l'histoire qui peut être dessinée comme ça de manière unique par n'importe quel dessinateur mainstream standard pour former cet univers et ce récit qui le caractérise. Alors, le dernier exemple que je vais développer s'inscrit dans la continuité de cette démarche, même s'il peut sembler s'en éloigner radicalement au prime abord. Parce qu'il va y avoir une singularisation octoriale vraiment très forte, mais en fait plutôt ambivalente. Alors, en 2018-2022, Marvel a publié 3 séries qui utilisaient le même titre chapeau de Grand Design, c'est-à-dire le grand dessin, le dessin intelligent. Donc c'est une expression classique pour désigner l'idée selon laquelle l'univers, le nôtre, la réalité ne se déploie pas au hasard, mais résulte d'un grand projet. L'histoire a un sens, l'histoire a une destination. Alors là, ils reprennent ce terme de Grand Design pour affirmer une nouvelle fois que la saga de l'univers Marvel n'est pas le résultat du hasard, mais un récit cohérent, unifié, voire un récit planifié. Donc Marvel a publié 3 titres autour de ça. D'abord un titre autour des X-Men en 6 numéros, à chaque fois d'une quarantaine de pages de bande dessinée avec 5 ou 6 pages de commentaires. Puis ensuite 2 séries en 2 numéros, elles étaient un peu moins longues, sur les Fantastic Four et sur Hulk. Donc des grands noms de l'éditeur. Et c'était fait par Ed Piskor, Tom Scioli et Jim Rugg. Alors, cette commande-là, elle a un parcours éditorial un peu différent, parce que le point de départ vient d'un pitch. C'est une proposition en fait qui est faite par Ed Piskor de manière un peu informelle en ligne, qui est un auteur alternatif extérieur à Marvel, et qui diffuse en ligne une page qui retrace comme ça l'histoire, l'évolution d'une équipe de super-héros, les X-Men, de manière très fidèle avec ce qui s'est passé dans le comics publié, avec l'évolution du nombre de membres, de costumes, etc. Et ce pitch va être repris en fait par les responsables éditoriaux de chez Marvel, qui vont lui passer commande d'un projet sur la base des méta-récits type Marvel Saga que j'ai évoqué. Le succès de ce premier projet, là, autour des X-Men, va donner lieu à une commande supplémentaire de 2 séries, une commande de 2 séries supplémentaires à des auteurs alternatifs, à nouveau, proches de Ed Piskor, Tom Scioli et Jim Rugg. Piskor lui a vraiment présenté ça comme son idée de proposition en Marvel comme une forme d'opportunisme. C'est un auteur alternatif qui se dit qu'il va réussir à faire connaître son travail d'auteur alternatif par le public bien plus large de Marvel et des X-Men. Alors, à nouveau, dans Grand Design, là, les remarques que j'ai faites tout à l'heure sont tout à fait peuvent être reprises. Hein. Ces 3 séries-là, elles reposent sur une même mise en cohérence des récits qui concernent les personnages cités, avec un lissage stylistique unificateur. Hein, c'est dessiné par la même personne sur l'ensemble, et ça propose comme ça une grande saga, où la différence, c'est que c'est pas la saga de tout l'univers, mais seulement de tel ou tel personnage au sein de cet univers. Alors l'originalité, là, c'est que ce lissage est fait avec une forte singularisation octoriale, ou la revendication d'une forte singularisation octoriale. Et on est loin là de l'archiviste anonyme de Marvel Saga ou des auteurs mainstream et classiques de The History of Marvel Universe. Là, on a des auteurs alternatifs qui sont reconnus comme tels, qui ont un statut déjà établi par ailleurs, c'est-à-dire qui sont dans des comics, des bandes dessinées assez éloignées de ce que Marvel propose, éloigné des super-héros, éloigné du style
des comics Marvel. Ed Piskor, là, par exemple, celui qui lance le projet, il est connu pour avoir travaillé avec Harvey Pekar, qui est un des grands noms de la bande dessinée autobiographique indépendante aux États-Unis, et aussi connu pour avoir fait une BD qui raconte l'histoire du hip-hop, en fait, de manière très factuellement juste, et historiquement juste. Et ces auteurs-là, qui ont une forte identité vraiment d'auteur, vont garder leur style dans leur redite de la saga des X-Men ou de Hulk, parce qu'ils vont conserver leur style singulier, leur style propre, dans les œuvres produites. Et finalement, ce qu'ils vont produire, c'est assez éloigné, même très éloigné, de ce que Marvel fait au même moment avec ses super-héros. Là, je vous montre une page des X-Men de Piskor dans Grand Design. À côté, un épisode du même moment des X-Men, où on n'est pas du tout dans le même type de stylisation, de colorisation, de réalisme ou d'éloignement à l'égard du réalisme. Donc là, ils vont rester dans ce registre très singulier d'auteurs qui racontent les X-Men, qui racontent Hulk, etc. C'est-à-dire que là, ces œuvres, ces 3 séries Grand Design, elles peuvent être présentées par Marvel, comme par les auteurs, comme des œuvres très personnelles, qui seraient nées de l'amour de ces auteurs pour les personnages de l'éditeur. Et par exemple, dans Grand Design, dans le premier numéro, on voit une photo de Ed Piskor quand il est enfant, en train de jouer avec son jeu vidéo et ses figurines X-Men, pour montrer à quel point ça remonte à loin, à quel point il est attaché à ses personnages et qu'il a envie de le raconter. Mais cette singularisation-là, octoriale, elle reste très ambivalente, parce qu'en fait, sur le fond, elle ne change rien à la logique unificatrice et homogénéisante des projets précédents. Les 3 projets proposent une reformulation condensée, mais très fidèle de la continuité Marvel. En fait, ils redisent le récit officiel établi par les autres séries, mais dans leur style. Il y a pas... on retrouve tout à fait l'effacement des créateurs d'origine, ceux qui ont produit tous ces centaines d'épisodes, derrière le récit unifié, autonomisé, et derrière la marque de l'éditeur. Donc on est finalement dans le même lissage que celui qui est fait par les 2 auteurs mainstream que je citais tout à l'heure. Et l'identité alternative des auteurs, là, elle ne vient qu'en surplus, comme une marque de l'admiration de tous, ou à quel point les récits et les personnages Marvel sont reconnus, même en dehors de leur univers. Alors, pour nuancer quand même, dans les 3 séries Grand Design, il y a la liste quand même des créateurs qui ont contribué. Donc, il y a un effacement, mais il y a quand même un rappel pour dire, voilà, derrière Ed Piskor, il y a tout un tas d'auteurs qui sont présents. N'empêche que la logique, c'est que on efface tout ça pour raconter un seul récit, un seul patrimoine narratif remis en circulation ou présenté à tout le monde. Alors, l'ambivalence, là, elle est quand même encore à creuser plus avant. Il y a un pli supplémentaire, ou peut-être même 2 plis supplémentaires. Ce que je disais, on a des auteurs alternatifs, mais finalement qui font le même travail industriel d'unification et d'appropriation que les non-alternatifs. Mais le diable est dans les détails, et en fait, mais du coup, c'est pas très visible pour ceux qui sont un peu extérieurs. Nos 3 auteurs, là, alternatifs, quand ils vont proposer leur récit de Grand Design, ils vont proposer un recadrage auteuriste implicite du récit de l'éditeur. Parce que dans leur synthèse des récits passés, tous 3 vont appliquer un principe de sélection qui survalorise les apports d'un créateur originel, parmi l'ensemble de ceux qui ont contribué à la production Marvel, aux histoires de X-Men. Par exemple, Ed Piskor, il va se référer presque exclusivement, sans le dire, à des épisodes qui sont scénarisés par un scénariste, le grand scénariste des X-Men, Chris Claremont. Et pareil pour les 2 autres. Ça veut dire que le récit, il est lissé, unifié, les auteurs disparaissent, mais en fait, les lecteurs peuvent comprendre que derrière, celui qui est censé être le vrai auteur des X-Men, c'est Chris Claremont ou les autres noms pour les autres personnages. C'est-à-dire que de manière indirecte, et j'en ai presque terminé, les auteurs de Grand Design proposent donc une relecture critique de la démarche de fiction patrimonialisante de Marvel. Ce qu'ils nous disent, c'est que tout ne se vaut pas dans ce patrimoine narratif. Ce patrimoine narratif mérite d'être lu à l'aune de ces grands auteurs. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui peut être attaché à un auteur. Ça veut dire que là, Piskor et les autres mobilisent tout à fait le modèle valorisé au pôle alternatif de diffusion restreinte du champ des comics dont ils sont issus. Contrairement à la démarche dominante du côté de la grande production chez Marvel.
Mais il y a encore un prix supplémentaire dans notre affaire, une ambivalence qui se complique encore, parce qu'en fait, finalement, Marvel va publier leurs épisodes. Et en fait, on a bien une assimilation par Marvel de cette critique, qui ne devient que une déclinaison supplémentaire de la gamme Marvel. Et Marvel va proposer aussi bien sa gamme très classique que cette critique auteuriste de sa continuité, qui reste de toute façon en plus très fidèle à la continuité officielle. Et en plus, Marvel va prendre le premier projet à succès de Peace Corps, qui apparaît comme un projet très personnel, pour en faire 2 autres. Et finalement, ce qui apparaissait comme un projet personnel devient une marque, c'est Grand Design. Et on peut en faire comme ça plusieurs, quitte à faire disparaître le scénariste, le créateur d'origine. Donc à la fin, c'est bien la logique industrielle de Marvel qui prédomine dans cette affaire-là. Et donc pour conclure, hein, j'ai essayé de montrer 2 choses là dans ma présentation. D'une part, j'ai montré l'enjeu pour un éditeur comme Marvel de la commande de fiction récapitulative comme ça, patrimonialisante, comme moyen de produire et de gérer son univers diégétique. Le passé narratif de l'éditeur est retravaillé pour être cohérent, abordable, mobilisable, remarchandisable, garder toute son actualité. Et d'autre part, j'ai aussi essayé de montrer comment ces fictions patrimonialisantes sont le lieu de lutte constante entre l'entreprise qui passe la commande et les auteurs. Dans les fictions de commande, l'univers est envisagé comme un patrimoine avant tout narratif, détaché de ses incarnations artistiques individuelles et uniquement raccroché à l'éditeur et à sa marque. Et ce qui se joue là, c'est l'affirmation de la propriété industrielle, en fait, sur ces personnages et sur ces récits. C'est la prédominance de la marque sur les auteurs prestataires. Et les implications là, de cette affirmation, elles sont nombreuses, hein, parce que notamment au moment des adaptations sur d'autres supports, quand on passe au cinéma, finalement, c'est important de dire que c'est toute l'histoire Marvel et pas tel ou tel auteur. Et donc, et ça c'est ma phrase de conclusion, l'exemple de Grand Design et de ses nombreuses ambivalences montre comment, dans cette production de l'histoire, comme ça, les ruses de la raison éditoriale l'emportent le plus souvent sur les ruses de la raison octoriale. Et je m'arrête là. Merci beaucoup Jean-Mathieu. C'était vraiment super, surtout parce que ta communication nous permet aussi d'aborder cette question du rapport entre BD et patrimoine par le truchement de la commande différemment, surtout parce que pour la première fois, je pense, depuis le début du séminaire, nous sommes dans un contexte où la commande n'est pas une exception, mais la règle, comme tu l'as très bien montré. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ta communication très convaincante. J'y ai revu tout le processus de filiation inversée dont Jean Davalon parle. C'est effectivement ça. C'est le présent qui construit sur mesure son propre passé. Exactement, ouais.